Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. Les Pays-Bas désignent l'antitétioniste comme une menace pour leur sécurité nationale. L'agence de sécurité néerlandaise accuse en effet l'antitétionniste de tenter d'influencer la politique et l'opinion publique par la désinformation. Une première dans l'histoire des Pays-Bas et de l'antitétionniste qui n'est pas habitué à ce genre de déclaration impliquant directement ou la pointant du doigt, surtout lorsque ces accusations proviennent d'un pays européen censé être un pays ami. Comment doit-on juger cette position des Pays-Bas et qu'est-ce que cela implique? Tout de suite, les détails. Alors, pour en parler, ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Ammar Dib, juge, médiateur international et écrivain en direct de Paris. Ammar Dib, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Milou Tchenoufi est également notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales et que vous êtes avec nous en direct d'Ottawa, du Canada. Milou Tchenoufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, pour commencer, Milou Tchenoufi, on sait que les Pays-Bas, finalement, ont mis la barre très haut. D'ailleurs, dénonçant l'antitétionniste dans ses crimes à Gaza, le ministre des Affaires étrangères a même qualifié ce qui se passe aujourd'hui à Gaza d'insoutenable, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus possible de se taire. C'est en quelque sorte ses propos, en substance. Mais les Pays-Bas ont été encore plus loin, puisqu'ils ont été dans l'application et pas seulement dans le verbe, lorsque il y a de cela 4 jours à peu près, ils ont renvoyé et déclaré que les deux personnalités les plus détestables dans le gouvernement de Netanyahou étaient déclarées des personnes non grata. Donc, pour les rappels, il s'agit de Smotrich et de Ben Gvir. Que faut-il d'abord en penser en un premier lieu? En fait, si on maintient notre attention uniquement sur le monde occidental, on peut dire que les Pays-Bas rejoignent un certain nombre d'autres pays qui ont été les précurseurs dans le fait de remettre Israël en cause dans ce qui se passe. Je pense ici à l'Espagne, à l'Irlande, à la Norvège, mais aussi à la Suède, qui a reconnu l'État de Palestine, ça fait un moment déjà. Donc, de ce point de vue-là, les Pays-Bas ne sont pas précurseurs. Mais d'un autre côté, ces annonces sont assez inédites, c'est vrai, et puis elles arrivent dans un mouvement, parce qu'au même moment, c'est-à-dire à une semaine près de ces annonces-là, nous entendons également de la part de pays comme le Canada, le Royaume-Uni, le Portugal et d'autres pays qui ont annoncé leur intention de reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Donc vous voyez que la Hollande se situe un peu entre ces deux grands groupes de pays. Les uns, elle les suit, les autres, elle est un peu plus en avance. Maintenant, sur le cœur des accusations qui sont adressées à Israël en matière d'ingérence dans les affaires internes des Pays-Bas, eh bien, ces pratiques ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire qu'Israël les pratique partout dans les pays alliés, où il cherche justement à travers la désinformation de manipuler l'opinion publique, mais surtout de désigner à la vindicte médiatique et politique toutes les voix qui essayent de mettre en avant les droits fondamentaux du peuple palestinien. Et jusqu'à présent, ça a marché. Les gouvernements occidentaux ferment les yeux sur les activités carrément les activités d'ingérence interne et ont toujours suivi, si vous voulez, les desiderata d'Israël en matière d'étouffement
des voix pro-palestiniennes. Vous savez qu'en Occident, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté d'expression, sauf lorsqu'il est question des Palestiniens où la censure est assez systématique. Nous avons aussi vu dans plusieurs pays des tentatives de criminalisation du mouvement BDS, de boycott d'Israël. Et tout cela, en fait, existe depuis très longtemps. Mais c'est la première fois qu'un État remet Israël à sa place en rendant public ces pratiques qui, en fait, ne sont pas... C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que ce sont les pratiques des Israéliens. En fait, et là, je termine là-dessus, y compris aux États-Unis. L'intimidation, la manipulation, ils le font aussi à l'intérieur même de l'État qui leur assure en fait leur suprématie militaire dans la région et les assure d'une couverture diplomatique à l'ONU. Je parle bien entendu encore une fois des États-Unis. Oui, alors c'est vrai que dans ce sens de reconnaissance, et si vous voulez d'aller dans un sens plutôt favorable à la Palestine, les Pays-Bas n'ont pas été parmi les précurseurs. Mais peut-être que la nouveauté qui a été apportée par les Pays-Bas, et pour cela je me tourne vers vous, Ammar Dib, la nouveauté c'est que ils ont pris une certaine série de mesures de manière très concrète vis-à-vis de l'entité sioniste ou contre l'entité sioniste, à savoir quand même, ils ont déclaré que les deux personnages ou les deux personnes qui ont été déclarées persona non grata d'incitation à la haine et à la violence à Gaza, ils ont également dénoncé le fait que les deux encouragent la colonisation en Cisjordanie. Il y a également le fait d'avoir menacé, et peut-être même qu'ils vont mettre ça en exergue, à savoir remettre en cause l'accord d'association entre l'entité sioniste et l'Union européenne. Je veux dire, autant de mesures qui sont en faveur ou à mettre en faveur des Pays-Bas dans leur action justement contre l'entité sioniste. Ammar Dib. Oui, tout à fait. Les Pays-Bas, c'est vrai, ont pris des dispositions là contre l'entité sioniste, c'est vrai, mais il est bon de rappeler quand même qu'avant les Pays-Bas et avant un certain nombre d'États et de pays qui ont été cités précédemment, la Cour internationale de justice avait déjà condamné Israël pour avoir violé notamment les droits internationaux. La Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre deux dirigeants israéliens et pas des moindres, le Premier ministre Netanyahou et son chef d'état-major. Et il y a de ça de nombreux mois. Et donc, les dispositions prises par les Pays-Bas viennent dans la continuité, on va dire, de ces condamnations. Et comme l'a dit l'intervenant précédent, voilà, du fait qu'un certain nombre de pays constatent que leur population ne supporte plus ces images de massacres, de famines organisées, et que vous avez une réaction populaire dans ces pays-là dont les gouvernants ne peuvent plus tenir en essayant de minimiser les choses et en essayant de démontrer que ce n'est pas la réalité. Donc je crois que les Pays-Bas, qui sont quand même réputés pour depuis de nombreuses décennies pour avoir été un pays un peu comme la Suisse dans la neutralité et puis surtout fervent soutien des droits de l'homme et des médiations internationales. Je crois qu'à un moment donné, ils se sont dit on est allé trop loin et on a trop fermé les yeux. Il est nécessaire aujourd'hui d'affirmer des choses et de nous tenir debout aux côtés de ceux qui luttent pour les droits de l'homme et qui luttent pour mettre un terme à cette famine, mettre un terme à ces massacres. Et parmi les dispositions, c'est vrai, ils ont convoqué l'ambassadeur, oui. Ils ont interdiction d'entrée aux Pays-Bas pour les deux ministres que vous avez cités, là, Smotrich et Wenger. Et par ailleurs, il y a le soutien humanitaire qu'ils souhaitent développer au travers des Nations Unies et de la Croix-Rouge. Après, vous avez cité aussi l'accord d'association. Ils voudraient que l'Europe le remette en question. Et il y a quelque chose quand même qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que quand même les Pays-Bas ont dit il va falloir coordonner les choses à l'échelle de l'Europe. Et c'est révélateur quand même, malgré tout, même si tout ça ne peut que nous réjouir, c'est révélateur quand même que des limites finalement de l'exercice concernant notamment
la condamnation, si vous voulez, de l'accord d'association. On parle de suspension, on parle d'y renoncer, on parle mais il faut quand même que ce soit coordonné au niveau des pays européens. Et là, compte tenu du poids de la France et de l'Allemagne notamment, qui sont les plus discrets là-dessus, on n'est pas sûr qu'ils y parviennent. Voilà. Mhm. Le problème, c'est que non, c'est pas le problème, au contraire, c'est une bonne chose. C'est la première fois, quand même, qu'un pays européen, de surcroît les Pays-Bas, qui sont donc qui n'ont changé finalement de position que récemment, mais je crois qu'ils ont pris les choses d'une vitesse incroyable. C'est la première fois, quand même, que l'antitétionniste est considéré ou est mis sur la liste des pays étrangers ou des États étrangers représentant une menace pour le pays. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais vu dans un autre pays européen. Peut-être que ça aussi, c'est à compter en faveur de la position des Pays-Bas, mais également que Israël ou l'antitétionniste soit considéré comme une menace directe pour la sécurité des Pays-Bas. Ça, c'est une première. Il faut voir aussi de l'autre côté, puisque Ben Gvir a fait un petit peu la déclaration, Milo Tchernoufi a fait un peu jaser Ben Gvir, si on peut le dire ainsi. En fait, oui. Oui. En fait, oui, le caractère inédit de ce à quoi nous assistons aujourd'hui nous frappe parce que on ne s'est pas habitué peut-être à ça. L'impunité d'Israël a été la ligne officielle des gouvernements occidentaux jusqu'à tout récemment. Alors, à quelques très rares exceptions près, l'Irlande et la Suède, en fait, ont une position assez différente depuis pas mal de temps déjà. Mais pour le reste, l'impunité, c'est la ligne à adopter lorsqu'il est question d'Israël. Souvent, au détriment même des valeurs que ces mêmes États prétendent défendre à l'échelle internationale et parfois prétendent agir au nom de ces valeurs-là. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous de la guerre qui a été menée par l'OTAN en Libye. Oui. La résolution qui a autorisé en fait la fameuse zone d'exclusion aérienne, la fameuse résolution 1973, était basée sur une hypothèse, juste une hypothèse. Cette hypothèse disait que s'il n'y a pas intervention, quelque chose comme 250 civils libyens risquent de perdre la vie. Alors, dans le cas de la Palestine, nous parlons d'un génocide et non pas de 250 victimes. C'est d'un génocide. Et ce génocide-là, si vous voulez, a mis tous les pays occidentaux devant leurs contradictions. Le deux poids, deux mesures qui existait avant pouvait être géré lorsque l'Occident avait affaire à d'autres pays asiatiques, africains, latino-américains. On pouvait gérer ce dossier-là et maintenir le deux poids, deux mesures. Mais après le génocide, c'est très, très difficile aujourd'hui pour les pays occidentaux de se présenter devant le reste du monde comme les garants du droit international, comme les garants des droits humains, comme les garants de la légalité internationale, en essayant de pointer du doigt des pays comme la Chine et la Russie qui eux, ne le seraient pas. Et ça ne marche plus. Donc, si vous voulez, ce n'est pas juste une question morale, c'est que ça touche de plus en plus aux intérêts stratégiques des pays occidentaux et le prix à payer vis-à-vis du soutien à un génocide qui était exigé par Israël, eh bien, est trop élevé pour être accepté. Vous savez, le blocus contre Gaza, qui était déjà un crime, les différents assauts sur Gaza dans lesquels ont été perpétrés des crimes de guerre systématiquement à plusieurs reprises, avant le génocide actuel. Eh bien, pendant tous ces épisodes-là, l'Occident a joué le rôle du service après-vente, en essayant d'étouffer les critiques et en essayant de faire une sorte de parallèle entre Hamas et Israël. Aujourd'hui, c'est cet élément-là qui est frappé de plein fouet. Laissez-moi, pour finir, vous donner une information. Allez-y. Eh bien, le président Trump lui-même, dont on ne peut pas
qu'on ne peut pas soupçonner de quelque sympathie que ce soit pour les Palestiniens et qui, dans ces deux termes, est plutôt aligné sur la position israélienne, eh bien, il a écrit à un donateur sioniste aux États-Unis, connu pour son soutien à Israël, en lui disant écoutez bien, ma base, c'est-à-dire la base électorale de Trump, commence à s'opposer assez sérieusement aux relations trop étroites entre Israël et les États-Unis. Il faisait référence à quoi? Il faisait référence à une levée de boucliers à l'intérieur même des États-Unis, dans le camp de Trump lui-même, d'accord, contre ce rôle que se donnent les Américains de jouer le service après-vente aux crimes de guerre d'Israël. Voilà, vous faites bien de soulever ça parce que finalement, la question vient d'elle-même. Est-ce que finalement, Ammar Dib, c'est la fin de l'impunité pour Israël? Alors, en tout cas, il faut reconnaître, et l'intervenant précédent l'a souligné, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Israël n'a plus, on va dire, la main pour faire passer les messages qu'elle fait passer en Occident depuis le 7 octobre dernier, en insistant sur le fait qu'Israël fait une guerre légitime du fait des attaques du Hamas. Et ça a été relayé ici en Occident, notamment en France, dans les médias, jusqu'à il y a encore un mois ou deux, on va dire, où on a vu une inflexion une inflexion, on va dire, des médias et de la classe politique. Alors, pas celle de droite et d'extrême droite, mais en tout cas du centre droit, du centre gauche, où les gens ont changé leur fusil d'épaule et ont compris qu'ils ne pouvaient plus, j'ai envie de dire, soutenir aveuglément ce qui se faisait à Gaza et l'entité sioniste. Là, si vous voulez, parce qu'il faut savoir quand même qu'en Occident, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une culpabilité, on va dire, qui empêche les pays occidentaux, les principaux, notamment les plus puissants, la France, l'Allemagne et d'autres pays comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, suite au drame de la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qui s'est passé avec le nazisme et la collaboration d'un certain nombre de pays européens. Depuis, si vous voulez, l'Europe a un complexe vis-à-vis d'Israël et la ligne de conduite, c'est de ne jamais condamner Israël, de ne jamais s'en prendre à Israël ou à ses intérêts, de ne pas dénoncer les attitudes, les comportements et les dérives de l'armée israélienne et de la politique israélienne. Par sentiment de culpabilité, peut-être. Pardon? Par sentiment de culpabilité, peut-être, historique. Complètement, c'est ça, tout à fait, complètement. Et donc, même ça tient plus. Ça tient plus parce que, encore une fois, les populations descendent dans la rue. Nous avons des manifestations en France pratiquement tous les jours, dans toutes les grandes villes. On a des manifestations dans le monde entier. Israël est devenu, on va dire, la lie de l'humanité au regard des images qui sont véhiculées dans les médias. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun dirigeant d'un pays démocratique digne de ce nom qui pourrait défendre ou supporter ce qui se passe actuellement ce qui se passe même depuis 1 an et demi à Gaza. Donc, si vous voulez, les opinions changent, elles évoluent, et aujourd'hui, même les lobbies très puissants aux États-Unis et ailleurs n'arrivent plus à maintenir, on va dire, les soutiens qu'ils avaient à l'égard d'Israël, soutien aveugle, hein. Ils n'y arrivent plus et ça devient très compliqué parce que les images parlent et les populations à travers le monde ne supportent plus qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe là-bas. Et donc Israël aujourd'hui, sur le plan mondial, est très très isolé. Et même les États-Unis, si ils vont rester certainement le dernier pays à les soutenir, même les États-Unis devront, à mon avis, revoir leur copie dans ce domaine, sur ce sujet. Oui, surtout que la vérité est flagrante et que peut-être il n'est plus possible de défendre l'indéfendable vu toutes les images qu'on voit au quotidien. Miloud Chenoufi, est-ce que on a vu par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la reconnaissance de l'État de Palestine où plusieurs pays européens avaient annoncé qu'ils reconnaîtraient l'État de Palestine. Ça a fait un petit peu une sorte de déferlante, si vous voulez, en cascade. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec cette position des Pays-Bas, d'autres pays emboîteront le pas peut-être?
il est clair que une digue est tombée, hein, avec ce que on a entendu récemment de la part des Hollandais, et on va voir si cela va encourager d'autres pays à le faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit concernant l'incapacité des réseaux d'Israël, notamment les lobbies qui existent dans la plupart des pays occidentaux, à étouffer les voix qui parlent de justice. Seulement, ou pas nécessairement d'être des pro-palestiniens, mais qui parlent de justice, eh bien, ces voix-là étaient étouffées. Il suffisait que AIPAC ou AIPAC ou le CRIF en France ou le Anti-Defamation League aux États-Unis pointe du doigt une personne pour que cette personne-là cesse d'exister médiatiquement, politiquement, etc. Tout à fait. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, mais en fait, ces lobbies, ces groupes de soutien restent encore très puissants. Il ne faut pas les sous-estimer. Et puis, ils peuvent encore avoir beaucoup d'influence. J'aimerais dire une chose à propos de la reconnaissance de l'État de Palestine. L'État palestinien a été proclamé par l'Organisation de libération de la Palestine à l'occasion du Conseil national palestinien tenu à Alger en 1988. Et les Palestiniens ont accepté que leur État soit édifié sur les frontières de 1967. Cela signifie qu'ils ont accepté un territoire encore plus petit que ce que la partition de 1947 par l'Organisation des Nations Unies leur accordait. Et donc, il n'y a pas plus de manifestation et de désir d'une paix négociée que cela. Par conséquent, tous les États du monde qui reconnaissent Israël au nom de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1947 et ne reconnaissent pas l'État de Palestine, c'était déjà un problème. Mais après la proclamation de l'État dans les frontières de 1967, un État occidental ne peut pas dire « je reconnais Israël et je suis pour la solution des deux États », c'est un peu la position officielle de tous les pays occidentaux, mais sans reconnaître l'État de Palestine. Ce qui signifie que les États qui hésitent encore et qui se limitent aujourd'hui juste à dire on va pouvoir peut-être éventuellement reconnaître, eh bien, ils ont presque 40 ans de retard. Et ce retard de 40 ans de la reconnaissance de l'État d'Israël a participé justement à créer les conditions du génocide actuel. Et c'est un peu ce que les gouvernements ne parviennent plus à justifier, à expliquer devant au moins une partie de leur population qui ne supporte plus les images qu'ils voient à la télévision prises à Gaza et qui rappellent les heures les plus sombres à la fois du colonialisme et aussi de la Deuxième Guerre mondiale en Occident. Très bien, Monsieur Milou Tchenoufi. Alors, juste, je crois, quelques minutes, même pas quelques secondes, je vous donne la parole à Ammar Dib pour conclure. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un tournant et que d'autres pays risquent d'emboîter le pas aux Pays-Bas? Oui, c'est un tournant, bien évidemment, bien sûr. Il y a d'ici le mois de septembre, le mois d'octobre à peu près, on aura un certain nombre de pays, normalement, si tout se passe bien, qui reconnaîtront l'État de Palestine. Mais il faut quand même souligner que ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Ça se fait parce que ces dirigeants des États, alors il y a les précédents, l'Irlande, l'Espagne, eux l'avaient déjà fait, n'avaient pas attendu tous ces massacres. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les dirigeants qui ont fermé les yeux sur tout ce qui se passait depuis 1 an et demi là-bas se sentent tellement coupables qu'ils se disent le moins qu'on puisse faire, c'est de reconnaître l'État de Palestine. Vous voyez? Et oui, donc, on est dans une forme de reconnaissance obligée, on va dire, de l'État de Palestine. Mais moi, j'ai l'impression que ces dirigeants-là, ils font pas ça de gaieté de cœur, mais l'opinion publique est tellement pesante actuellement. La population, dans les pays, les différents pays qui ont déclaré vouloir reconnaître l'État de Palestine, sentent bien qu'il y a une pression colossale politique. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont reconnaître. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ammar Dib. Je rappelle que vous êtes juge, médiateur international et écrivain. Milou Tchenoufi est également avec nous, professeur en relations internationales depuis le Canada. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.